je vous donnerai après les groupes où on va se diviser. Il y aura 3 groupes, un groupe néerlandophone et 2 francophones. Dus de inleiding zal gegeven worden door 3 organisaties die ik heel erg bedank omwille van de bereidheid om dat te doen. Er is Ambulatoire Forêt. Christophe Henrion zal dat voorstellen. C'est en fait la présentation des spécificités dans l'accompagnement médico-social et dans le parcours de justiciables et aussi de personnes internées. Il y aura iCare, Vinciane et Najem, et en 3e lieu, le réseau trajet de soins par Mieke Gooyens qui parlera surtout des personnes internées et de leur parcours après l'internement. Donc, je donne la parole à ces 3 organisations et questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Oui, vous voyez ici le parcours qu'on va faire ensemble ce soir. Donc, c'est le contexte maintenant. Je vous donne la parole. Bonjour, je vais m'occuper de la présentation de la première partie avec Christophe Henrion. En fait, il y a eu une petite confusion dans la présentation, mais ce n'est pas grave. En fait, je fais partie du réseau RAJ, donc ça a pour but de mettre au réseau les services d'aide aux justiciables, mais aussi des acteurs hors du champ carcéral autour de la personne justiciable dans un but de réinsertion. Si on peut passer au slide suivant. On va commencer par présenter le paysage carcéral en Belgique et avant toute chose, les établissements pénitentiaires. Donc, il faut savoir que la loi de principe qui régit les règles de vie en prison ne sont toujours pas d'application alors qu'elles datent de 2005. Donc, ça fait 17 ans qu'on a légiféré sur les règles de vie en prison, l'organisation en prison et le droit des détenus, mais que ça n'a toujours pas été mis en œuvre. En 2021, la surpopulation carcérale était toujours bel et bien présente dans les établissements. Donc, la Belgique se place en 3e place dans les établissements européens les plus surpeuplés. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de personnes en détention préventive en prison. Donc, ils sont enfermés 23 heures sur 24 dans les cellules. La préventive, c'est quoi? C'est une fois qu'une personne a été arrêtée, si elle a été jugée dangereuse pour la société, on la place en détention dans l'attente de son passage devant la chambre du conseil et de son jugement. Et donc, la chambre du conseil évalue chaque mois si la personne peut sortir ou pas, alors même qu'elle n'est toujours pas condamnée. Donc, il y a une grande incertitude sur la durée de l'incarcération et puis sur son jugement. Et ensuite, après la condamnation, on passe en maison de peine si on est condamné. Donc, j'ai un peu vous dresser le paysage d'une prison. Donc, on va d'abord se concentrer sur la prison et ensuite on parlera plus précisément des trajets de soins. Donc, il faut savoir que la plupart, les établissements pénitentiaires sont vétustes. Donc, les systèmes de chauffage ne fonctionnent pas. Le système électrique est défectueux. Il n'y a pas d'éclairage dans les cachots. Elles sont insalubres. On peut y retrouver des petits animaux rampants comme les souris, les rats, les cafards. Il y a des mouches. Enfin, c'est vraiment
pas très reluisant. Il y a des moisissures sur les murs, les cuisines sont sales, pas de douche disponible en suffisance et pendant les grèves, pas de douche du tout. Donc, ça entraîne des problèmes d'hygiène de base. Il y a souvent pas d'eau courante dans les cellules, pas de toilettes dans les cellules partagées, parfois pas de vêtements de rechange propres et des sous-effectifs du personnel interne qui entraînent des grèves et beaucoup d'absentéisme. Donc, pendant les grèves, il n'y a pas de visite. Il n'y a plus d'accès au téléphone, des contacts réduits avec l'avocat, pas de préau, etc. Donc, c'est vraiment un climat assez anxiogène. Les services d'aide aux justiciables manquent de moyens d'accompagnement et ils sont soumis au bon vouloir en fait, du fonctionnement de la prison. C'est un fonctionnement arbitraire qui peut, pour une raison X ou Y, réduire l'accès à ces services. Ça crée des privilèges pour certains détenus et inversement. Et les mécanismes de fonctionnement sont assez opaques souvent. Il y a beaucoup de retard dans le traitement des dossiers, pas de communication entre les services, peu de possibilités à la formation et au travail en prison. Concernant la formation, c'est souvent dû à un manque de communication. Les formations ne sont pas qualifiantes, elles sont certifiantes, donc on n'a pas de diplôme après. Il y a peu d'offres, un manque de moyens, à la fois du côté des prisons, par exemple au niveau des locaux, mais du côté des formateurs qui ne sont pas formés pour aller en prison. Et pour le travail en prison, il faut savoir qu'on est payé maximum 2 € par heure, et encore, ça arrive rarement. Et qu'on n'est pas, enfin que, voilà, le travail n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Et il y a peu de possibilités d'anticipation à la sortie de prison au niveau socio-administratif et médical. Par exemple, on ne peut pas faire sa carte d'identité en prison. Donc, si la carte d'identité est périmée, il faudra attendre la sortie de prison, alors que le temps est long en prison et qu'on pourrait commencer les démarches, mais ce n'est pas possible en prison. Voilà. Je vais laisser Christophe Orion présenter le deuxième slide. Voilà, bonjour à tous. Donc, je dis peut-être précision par rapport à ce que ma collègue vient de dire. Effectivement, c'est en tout cas un reflet du parc carcéral en Belgique. Après, il y a effectivement des évolutions, il y a des structures, des établissements pénitentiaires qui sont un petit peu plus récents, mais il faut se rappeler quand même qu'une majorité du parc pénitentiaire belge date du 19e, voire début 20e siècle. Donc voilà, il y a quand même encore beaucoup d'insalubrité, comme le disait, voilà, je précise ça en petit point. Donc sur le contexte sociodémographique, il est important de reprendre certains éléments. Comme il est inscrit sur le slide ici, donc c'est un public qui est souvent issu d'un milieu défavorisé, qui connaît une situation de grande précarité au niveau social et affectif, ainsi qu'au niveau financier. L'incarcération étant souvent le résultat d'un long processus de désaffiliation par lequel les personnes s'éloignent des systèmes sociaux. Alors, il y a une surreprésentation en prison des personnes qui souffrent d'addiction. Plus ou moins 35% souffrent d'addiction dans les statistiques que j'ai pu retrouver à ce niveau-là. Il y a une surreprésentation également des personnes sans domicile fixe, à savoir qu'une étude était apparue il y a de ça quelques années maintenant, mais je pense que c'est relativement toujours d'actualité. C'est qu'une personne sans abri, sans domicile fixe, présente 5 fois plus de risques d'être placée en préventive. Donc, comme l'expliquait ma collègue juste avant, sont donc en attente d'un jugement. Là, il y a aussi une surreprésentation des personnes qui sont nées à l'étranger ou en tout cas issues de l'immigration. Il y a ça aussi, une étude avait démontré qu'une personne née à l'étranger représente 3 fois plus de risques d'être jugée en comparution immédiate, donc directement après son arrestation et son passage au cachot, au commissariat, pardon. Voilà, alors il y a un niveau de formation qui est très bas,
avec des personnes qui sont donc sans aucun diplôme à hauteur de 40-45%. Un quart ont des besoins importants dans la maîtrise des savoirs de base et 10% sont en situation d'illettrisme. Il n'y a pas d'emploi avant l'incarcération pour plus de la moitié des personnes qui sont incarcérées. Et alors, donc, il y a, comme je l'ai repris ici sur le petit tableau, donc, on appelle ça... Christophe, est-ce qu'on peut demander au présentateur de bien prendre le temps de parler lentement pour la traduction? Je sais que oui, excusez-moi. Oui, désolé, c'est vrai. Pour la traduction, voilà. Excuse-moi. Pas de souci. Est-ce qu'il faut que je reprenne quelques points? Ou je ne pense pas. Si déjà on peut juste ralentir pour le moment, voilà. ça peut être pas mal. Excuse-moi encore. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas pu tout comprendre du coup. Ben oui, donc la désaffiliation au système social, j'ai mis un petit graphique qui explique un petit peu finalement que c'est une notion qui a été développée entre autres par Robert Castel qui explique que pour être intégré en société, il faut un réseau social fort et une accroche à la société essentiellement qui se fait essentiellement par le travail. Et que donc, à l'inverse, pour les personnes qui n'ont pas de travail, qui s'isolent socialement, qui sont isolées socialement, ils ont beaucoup plus tendance et risquent de tomber dans une désaffiliation sociale et du coup, une dépendance beaucoup plus importante aux institutions, aux administrations publiques et donc aussi un passage plus facile, plus rapide en tout cas dans un établissement pénitentiaire par le fait même d'être exclu par la société. Alors, un petit point sur le public privé de liberté. Donc, c'est un public qui est quand même majoritairement masculin, à hauteur de 96%, et jeune, puisque la moitié a moins de 33 ans. La santé mentale est fortement fragilisée par l'enfermement et on y observe une forte médication, puisque 60% le sont en détention entre antidépresseurs, somnifères, entre autres. Et on remarque aussi une fragilité psychique de plus en plus marquée dans les régimes ordinaires, c'est-à-dire hors des ailes psychiatriques, et pour certains relevant vraiment de la psychiatrie. Il y a un risque suicidaire beaucoup plus grand que le reste de la société. Officiellement, en 2019, on disait qu'il y avait un suicide par mois. Force est de constater que le Covid passant par là, l'isolement total dans lequel certains détenus ont été, mais aussi l'organisation de certaines prisons, telles que typiquement la prison de Saint-Gilles, ont eu un effet réellement délétère sur les personnes et provoquant une réelle hausse de tentatives de suicide du moins. Alors, il y a quand même on est face à un public souvent qui a été infantilisé parce que on leur dit un petit peu quand se promener, quand dormir, quand manger, quand on vient les voir pour une visite. Enfin, voilà, donc tout est rythmé, mais ils n'ont aucune possession de ce rythme. Et donc, il y a une infantilisation qui s'installe au fil des années et aussi par le fait même de devoir respecter l'obligation de respecter des conditions à la sortie de détention qui ne font pas toujours sens chez la personne, mais voilà, ça rythme et ça entraîne une infantilisation du public. J'avais encore un élément là-dessus, je vais peut-être revenir, il m'échappe là tout de suite. Il y a effectivement un système qui manque d'occupation pour les détenus, un manque de travail, on l'a déjà dit, de formation en suffisance. Et donc, il y a une passivité, une oisiveté qui s'installe aussi pour les personnes qui sont incarcérées. Quelque chose qui est fortement minimisé,
en tout cas pour lequel on en parle très peu, c'est en fait le traumatisme même du choc carcéral et même du parcours judiciaire. C'est clair qu'on ne sort pas indemne d'un passage en prison, même si on essaye de le cacher. Les bruits, l'isolement, la violence institutionnelle même de la prison, de son fonctionnement, marquent à vie. L'isolement, la détention met clairement à mal le réseau encore existant. Si celui-ci n'a pas déjà été mis à mal auparavant par des conduites délinquantes juvéniles ou par de la consommation également, les liens familiaux avec les enfants, la compagne, le compagnon, etc. sont évidemment des éléments qui peuvent vraiment marquer une personne privée de liberté. C'est également la question de la relation avec le codétenu. N'oublions pas que pour certains, ils doivent partager pas plus de 9 mètres carrés à deux en préventive. Des fois, c'est 23 heures sur 24. Donc, autrement dit, l'intimité, on n'en parle même pas. Voilà, une capacité de changement, une capacité positive de changement neutralisée par l'enfermement. Dû entre autres par les différents éléments que j'ai déjà pu préciter, par l'infantilisation et tout ce qui en suit. Et alors, une capacité, un capital social assez faible des personnes qui sont privées, qui se retrouvent en tout cas en détention. Certaines études ont démontré qu'il y avait une absence de ressources qui provient donc le capital social en lui-même, finalement c'est ça, c'est le fait d'acquérir des ressourses par un réseau de relations qui est mobilisable par la personne pour s'intégrer. Et voilà, ici on est face à un public qui manque de ça. Alors les derniers petits éléments que je rajouterais, c'est donc des éléments provenant d'une étude relevant des parcours de vie des personnes détenues et sur le processus de désistance. Donc, le processus de désistance, c'est un processus qui est donc un processus de sortie de la délinquance, de la carrière délinquante. Alors, beaucoup de personnes incarcérées, détenues, sont passées par un parcours en foyer ou en famille d'accueil durant leur enfance, ont eu une expérience traumatique dans leur parcours de vie, ont été victimes ou en tout cas ont eu des tentatives d'actes sexuels coercitifs, donc victimes de ça, et alors pour lequel aussi il existe peu d'accompagnement psychomédico-social avant l'incarcération. Donc vraiment, on peut se poser la question, est-ce que la réinsertion, souvent entendue dans les discours même politiques, est-ce que finalement la prison est a cette mission et peut s'y tenir au regard de ces différents éléments, on peut quand même en douter. Cette mission, en fait, elle est assurée par les associations et les différents services spécialisés ou non, mais aussi c'est de l'ordre des familles des détenus et des personnes elles-mêmes qui doivent s'assurer finalement, faire le nécessaire pour se réinsérer. Et d'ailleurs, au regard de tout ce que je viens d'expliquer, c'est souvent par les éléments justement des conditions de sortie, on leur demande une surresponsabilisation en fait, alors qu'on se rend compte que ça reste malgré tout un public très vulnérable et qui a été institutionnalisé pendant des années. Voilà, je m'excuse si j'étais un peu long, j'ai essayé d'être un peu plus calme du coup, c'est vrai. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je parle au nom de l'ASB Laïcare qui travaille en promotion de la santé et en continuité des soins. Donc on est spécifiquement sur les questions de santé. Donc vous l'aurez compris à travers ce qui a été dit par Christophe et Céline, on est face à un public en fait que vous connaissez d'une manière ou d'une autre, qui cumule les facteurs de vulnérabilité. Et il faut dire aussi qu'à Bruxelles, on a aussi des spécificités, on a une
grosse prison, un gros établissement d'arrêt. On a 50% des personnes qui ne sont pas en ordre de séjour. Voilà, les facteurs de vulnérabilité sont encore renforcés par le fait d'être dans une capitale, par le fait d'être près d'un aéroport, etc., etc. Alors, mon collègue Naïm Jaffer et moi, on va plus vous parler de santé. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je vois que le temps a fameusement passé. Donc, on se retrouve peut-être dans des éléments qui sont vraiment importants. C'est que encore à l'heure actuelle, les soins de santé en prison sont sous la tutelle de la justice. Alors, si on regarde les pays européens, on est quand même hyper en retard dans le domaine. La France va fêter, entre guillemets, ses 30 ans d'indépendance en matière de soins de santé. Et on espère qu'en Belgique, ce sera le cas dès début 2023. En tout cas, c'est annoncé, ne fût-ce que de manière dans un projet pilote dans certains établissements. Mais c'est fondamental, cette question, parce que ça veut dire que tout ce qui est soins de santé est vraiment englobé dans les questions de justice et que donc la frontière entre sécurité et santé est extrêmement mince. C'est très difficile pour les soignants de ne pas tomber dans le piège, je vais dire, des questions de sécurité et de ne pas voir la personne détenue comme un détenu. Enfin, voilà, trop souvent, on oublie qu'ils sont avant tout patients pour les soignants avant d'être détenus. Et donc, on a énormément de cas de dérive dans ce domaine. Alors, tout ce système qui est très, très précaire par manque de moyens, c'est toujours la même chose. Si c'est la même enveloppe financière pour la sécurité et la santé, on sait bien que ça va être limité du côté de la santé, ce qui fait que le recrutement déjà est difficile. À l'extérieur, vous le vivez sans doute aussi, c'est déjà difficile de trouver des professionnels de la santé dans les différents services, mais alors en prison, c'est encore plus important, plus marqué. Et une fois qu'ils sont engagés ou indépendants en tant que médecins, ils ne reçoivent pas de formation spécifique. Or, vous l'avez entendu avant, on est face à un public qui cumule les facteurs de vulnérabilité et qui a des besoins spécifiques en prison, parce que outre le fait que c'est des gens qui rentrent en assez mauvaise santé, compte tenu du fait pourtant qu'ils sont plutôt jeunes, ils se retrouvent dans un milieu fermé avec une cohabitation de grande proximité, et donc il y a des risques spécifiques en termes de transmission d'hépatite C par exemple, qui sont très spécifiques et qui ne sont pas du tout transmis de toutes nos informations en tout cas aux soignants qui n'ont pas une attention particulière face à ce genre de problématiques. Donc voilà, la prise en charge est complexe, je vous dis, pas de formation spécifique, et tout travailleur que ce soit un soignant, un service externe comme nous, ou voire même la direction, est dépendante des agents pénitentiaires, et donc il y a un rythme spécifique de la prison qui fait que tout ce qui touche aux soins de santé est extrêmement ralenti pendant la détention. Et ça va avoir un impact, évidemment, sur la continuité des soins à la sortie. Je vous ai déjà évoqué la suradaptation des soignants. Voilà, sur Bruxelles, on a une grosse problématique de conflit au sein du service médical, c'est un fait, et il y a un manque de concertation très très important. Ça veut dire que ces médecins ne se réunissent pas et que ils n'ont pas leurs patients attitrés, ce qui fait qu'on a une série de situations où un patient détenu va se retrouver avec le docteur A lundi, le docteur B mercredi, voire qu'a vécu le docteur C vendredi, avec des changements de traitement, etc. Ils ont jusqu'à présent malheureusement un logiciel médical qui est totalement obsolète, et très très peu d'informations sont notées dedans. Et donc, pour vous donner des aspects sur le côté obsolète, je pense que Naïm en reparlera après, il n'y a par exemple pas tout ce qui est donné du laboratoire et autres examens ne peut pas se retrouver dans le logiciel, donc ça fait des tas de feuilles séparées, et donc ça ne permet pas un dossier global. Et donc, globalement aussi, ce qui est très compliqué, évidemment, c'est que le système pénitentiaire est avant tout là pour surveiller, pour la sécurité. On pourrait évidemment discuter de ce qu'il est là pour punir ou pas, mais en tout cas, tout ce qui fait soin au quotidien, tous les déterminants sociaux de la santé sont extrêmement impactés par la détention. Donc, la santé au sens large est très abîmée par la détention. On peut changer de slide, merci.
Bonjour à tous. Je vais aussi essayer de le faire assez bref vu le temps qui nous reste. Mais moi, je travaille aussi chez iCare avec donc Vinciane qui vient de vous présenter l'ASBL et les soins en prison. Petite information aussi, donc là maintenant je travaille chez iCare, mais j'ai aussi eu l'occasion de travailler en tant qu'infirmier à la prison de Forêt. Donc j'ai cette vision en tant que service externe, mais aussi cette expérience en tant que service interne, donc en tant que dans le service médical. Donc, pour vous expliquer un peu le service médical, c'est principalement composé donc, de médecins généralistes, d'infirmiers et de psychiatres. Alors, Vinciane nous parlait d'un manque d'effectifs. Effectivement, donc si on suit les recommandations du Comité européen de la prévention de la torture, normalement, on a un infirmier pour 50 détenus. Quand on voit à Forêt, donc moi, quand j'ai travaillé à Forêt, j'étais seul infirmier ou parfois deux pour une population de 180 détenus. Donc, on a déjà un manque d'effectifs. Pour les médecins, normalement, c'est un médecin pour 200 détenus. Il y a aussi un manque d'effectifs à ce niveau-là dans les prisons bruxelloises. Et également pour les psychiatres, où à Saint-Gilles, par exemple, on a un psychiatre qui vient un demi-jour par semaine pour 800 détenus, alors que les recommandations demandent un psychiatre pour 400 à 500 détenus. Également, le manque de formation. Donc, Vinciane a déjà aussi mentionné ce point-ci. Effectivement, c'est une population avec des facteurs de risque quand même assez présents, avec des problèmes de santé mentaux qui sont présents et des personnes qui sont fortement médiquées, où on rencontre beaucoup de problèmes d'assuétude. Pour ma part, dans mon expérience, j'ai travaillé à Forêt sans être vraiment préparé à toutes ces pathologies. Et c'est quelque chose que j'ai quand même fort ressenti dans mon travail en découvrant vraiment tous les traitements de méthadone, etc., que l'on apprend effectivement sur le terrain, mais clairement, il y a un manque de formation à ce niveau-là. Il y a également un manque de coordination qui met à mal la continuité des soins. Donc aussi, Vinciane l'a mentionné, mais il y a des médecins différents qui viennent chaque semaine, enfin tous les jours en fait. Les détenus voient des médecins différents, donc les traitements changent assez régulièrement. Il y a peu de communication entre les médecins, et donc tout ça, ça met vraiment à mal une prise en charge correcte, et ça met à mal la continuité des soins. Et donc, on a également un manque de moyens financiers. Céline du RAJ présentait la vétusté des bâtiments. On a aussi, on rencontre très fort une vétusté au niveau du matériel médical. Donc, pour l'avoir expérimenté, les oxymètres sont très souvent en panne, les stéthoscopes ne sont pas toujours en bon état, les radios sont parfois défaillantes, et donc tout ce matériel vétuste aussi vient entraver cette continuité de soins et cette bonne prise en charge. Et donc, on a des spécialistes aussi qui sont là, qui viennent, mais uniquement, par exemple, sur le cas de Bruxelles à Saint-Gilles. C'est donc parfois très compliqué pour tous les détenus de Forêt, de Berkendal, de rencontrer ces médecins spécialistes, surtout que les listes sont aussi très, très longues. On a une population qui nécessite beaucoup de soins, etc. Alors, il y a une possibilité d'avoir des consultations à l'hôpital dans certains cas, mais qui nécessitent donc ce qu'on appelle des extractions. Vinciane abordera ce point beaucoup plus précisément, mais la logistique pour ces extractions n'est pas toujours évidente, et ça entraîne aussi, du coup, ça entrave très fort la continuité des soins à ce niveau-là. Et puis le dossier médical qui a déjà été évoqué précédemment, Epicure, qui est un logiciel qui est quand même relativement vieux, qui est très très lent, dans lequel on ne retrouve pas toutes les informations, donc les résultats de prise de sang, les résultats d'examen ne sont pas repris dans ce dossier, mais sont sous format papier, donc on a du mal parfois à concorder le dossier informatisé et le dossier par écrit. Et puis aussi, quand on imprime le dossier médical, on ne retrouve pas toujours le détail des consultations. Donc, on retrouve le titre, on sait que monsieur X a rencontré tel docteur tel jour, mais on voit juste qu'il est marqué consultation. On ne sait pas en quoi consiste la consultation, ce qui a été dit, ce qui a été mis en place, etc. Les décisions se prennent trop souvent pour des raisons économiques. Donc ça, c'est évidemment dû au fait que les soins de santé sont sous la tutelle du SPF Justice en prison. Donc on priorise la sécurité. Il y a des traitements qui ne vont pas être donnés à des personnes prévenues à Saint-Gilles, par exemple. C'est le cas pour le traitement de l'hépatite C. Donc si on rencontre un détenu qui a l'hépatite C, il ne recevra pas son traitement tant qu'on n'est pas sûr qu'il est condamné. Où il y a d'autres conditions, mais donc les raisons économiques viennent trop souvent se mettre en avant des soins, et donc on a un manque d'accès aux soins qui est très très présent. Typiquement le CMC, donc c'est le centre médico-chirurgical qui se trouve à Saint-Gilles, où il y a les spécialistes. On n'a pas les spécialistes qui sont à Forêt, donc il faut un transfert qui se fait de Forêt jusqu'à Saint-Gilles.
Pour ça, il faut des agents, mais il y a un manque d'effectifs qui fait que très souvent, les rendez-vous sont annulés pour les détenus de Forêt et de Berkendal. Voilà, donc ce qui accentue vraiment le manque d'accès aux soins. On peut passer à la dia suivante. Alors, pour le vécu des personnes détenues en matière de soins, ici, donc, on a repris 2 phrases qui viennent de personnes détenues. Donc, quand tu entres en prison, tu as intérêt à être en bonne santé, sinon tu vas être dans la merde. Ici, le paracétamol, c'est la solution à tout. Je pense que ces phrases sont quand même assez représentatives de la réalité. Donc, on a un manque d'informations, tout passe par l'écrit. Les explications en termes de santé ne sont pas toujours données. L'accès aux soins est parfois très compliqué. Donc, pour expliquer très brièvement le fonctionnement, un détenu qui souhaite rencontrer un médecin généraliste doit écrire ce qu'on appelle un billet de rapport. Donc, c'est un petit papier sur lequel il écrit son nom, son prénom, la cellule et le fait qu'il veut rencontrer le médecin. Les agents viennent récupérer ces billets de rapport pour les mettre dans une boîte aux lettres qui est ensuite récupérée par le service médical. Et à partir de là, les infirmiers trient tous ces papiers et les inscrivent sur une liste pour le médecin. Et donc là, on voit déjà qu'il y a plusieurs maillons avant d'arriver jusqu'au médecin généraliste. Il suffit juste qu'il y ait un des maillons qui ne suivent pas la chaîne et la demande est perdue, ce qui arrive très, très souvent. On a un manque de retour des résultats d'examen. Donc, il y a des examens qui sont faits, mais on ne va pas spécialement directement l'expliquer aux détenus. Ou si jamais il y a des examens qui sont faits en externe, il faut parfois courir derrière le service médical pour avoir les résultats de ces examens. Et donc ça, évidemment, ça met un obstacle au niveau de la continuité des soins. Vinciane l'a aussi évoqué, donc il y a un fréquent manque de considération d'un patient qui est vu comme un détenu. Voilà, on a un peu ce manque, cette priorité, cette déontologie justement du prestataire de soins qui est parfois bafoué. Il y a un manque du respect médical. Je parlais d'un maillon pour atteindre le médecin généraliste. Évidemment, quand les détenus font un billet de rapport, parfois ils précisent la raison pour laquelle ils veulent voir le médecin. Les agents, on voit ce papier, lisent ce papier et donc sont au courant de tout ce qui se passe au niveau de la prison. Tout se sait vraiment très rapidement, donc le respect du secret médical est très bafoué aussi. Et alors, il n'y a pas de service de traduction. On a une population qui ne parle pas toujours français ou anglais. On a une population qui parle arabe, des pays de l'Est, espagnol. Donc, il y a plein de langues qui sont présentes en prison. Et on n'a pas de service de traduction. Donc, parfois, les consultations se font via des gestes. Mais évidemment, ce n'est pas aussi facile quand la personne ne parle pas la langue du médecin. Voilà. Alors, juste, je vais essayer de nouveau d'être rapide. Donc, en fait, on parle toujours de continuité des soins à la sortie, mais donc, il existe aussi des consultations qui se font à l'extérieur de la prison parce qu'on ne trouve pas tous les spécialistes, tous les traitements possibles à l'intérieur de l'établissement. Alors, ces questions des extractions, si vous voulez avoir des détails, du côté d'Eye-Care, on a fait une petite étude sur le sujet. On peut trouver sur notre site web. Qui va parler vraiment de cette problématique parce qu'on entend régulièrement qu'il y a des problèmes de transport et c'est le cas. Hein. Donc des détenus, en fait, soit ils vont être emmenés par un service de la police fédérale qui est la DAB pour tout ce qui est consultation programmée, et parfois il manque de voitures, de trajets possibles, soit si c'est en urgence par des agents pénitentiaires. Et dans les faits, sur Bruxelles, quand on est dans un petit établissement, comme chez les femmes à Berkendal, si un agent pénitentiaire doit partir à l'hôpital avec une femme détenue, c'est l'ensemble de la prison qui est impacté parce qu'il manque un agent et donc les femmes détenues vont se retrouver sans sortie au préau ou sans activité, ou etc. Donc c'est un impact important. Maintenant, il y a quand même des gens qui sont envoyés forcément à l'hôpital, mais on a d'abord une méconnaissance logique hein, des soignants en milieu hospitalier qui ne savent pas ce qu'ils peuvent accepter ou surtout ce qu'ils peuvent refuser. Et donc, on arrive à des situations de consultation médicale avec menottes et en présence de policiers de la DAB, voire même d'agents pénitentiaires. Et donc, on a un gros problème sur le secret médical et on a beaucoup de méfiance du côté des
personnes détenues qui ont des mauvaises expériences et qui ont après des refus de soins ou qui ont rien compris, qui étaient stressés, etc. Donc, cette continuité des soins pendant la consultation est compliquée. Et d'autre part, rapidement, il est possible pour un médecin à l'extérieur de venir à la demande d'une personne détenue. Ce sera totalement à la charge du patient puisque sa sécurité sociale est suspendue le temps de la détention. Et il faut savoir aussi que c'est les médecins de la prison qui a le dernier mot sur le traitement. Voilà. Je pense que c'est pour... Oui, c'est à moi. J'étais en train de réactiver mon micro, désolée. Donc, il y a un moment particulier pour la personne qui sort de prison, c'est la sortie de prison. Et plusieurs freins ont été identifiés par les travailleurs de terrain, à commencer par le casier judiciaire, qui fait que la peine ne s'arrête pas à la sortie de prison. Je vous explique ça. Avoir un casier judiciaire, c'est vraiment un handicap énorme pour trouver un emploi, pour trouver une formation ou parfois même pour trouver un logement, sachant que certains propriétaires demandent un extrait de casier judiciaire alors qu'ils ne sont pas normalement autorisés à le faire, mais que comme la pratique est de plus en plus répandue, ça peut rentrer dans la norme, en fait, dans les coutumes. Il y a aussi le poids de la dette qui pèse sur la personne qui sort de prison. Donc, dès qu'on sort de prison, il y a forcément des questions d'argent. Donc, il y a la question des dettes solidaires entre co-auteurs. Il faut indemniser les victimes. Il faut payer les frais de justice. Il faut... bref, on se retrouve sous une montagne de dettes et il faut faire avec. Et c'est une question préoccupante qui peut parfois empêcher de faire certaines démarches. On a identifié aussi comme frein la discontinuité entre la justice et la société et l'éclatement des compétences institutionnelles. Donc, pour être un peu plus clair, chaque acteur a un rôle particulier sans forcément avoir un regard sur le rôle des autres acteurs. Il n'y a pas de concertation entre eux, ni même la connaissance de l'exercice de chacun. Pas du tout ou peu d'intersectorialité, ni de partage des connaissances. Concernant l'éclatement des compétences institutionnelles, il y a un exemple assez simple. C'est par exemple les CPAS qui se renvoient la balle d'une personne qui fait une demande parce qu'ils se renvoient les compétences territoriales. Il y a aussi une grande ténacité du préjugé et des stéréotypes qui entourent l'ex-personne détenue, qui va devoir composer avec, et une méconnaissance des effets du choc carcéral qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. Donc, il y a eu une rupture avec la famille, avec les amis, dans le monde professionnel, un isolement, un changement d'environnement. Bref, tout ça, ça a engendré des traumatismes qui n'ont pas forcément ou qui sont pas forcément pris en compte par les services de première ligne, pas par mauvaise volonté, mais par méconnaissance simplement. Donc, vous l'aurez compris, il y a une grande difficulté de l'accès aux soins durant l'incarcération, mais également à la sortie. Il y a eu une rupture de mutuelle. Il faut faire des démarches administratives, c'est long, c'est compliqué et il y a un manque de relais en détention et à la sortie de prison, notamment psychiatrique. Il y a des grandes difficultés pour accéder à un logement, donc beaucoup de personnes se retrouvent à la rue. Il y a des listes d'attente pour accéder à des services et à des logements sociaux. Il y a toujours ce problème de la dette qui se manifeste aussi ici. Donc, pour trouver un logement, on est handicapé par ces questions d'argent et un manque d'accessibilité des services dans un contexte de saturation. Donc, il n'y a plus de place, simplement. Des difficultés d'accès au marché du travail, notamment par manque de formation, donc soit des formations intramuros, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc pas beaucoup d'offres, des formations qui sont pas qualifiantes, ou même avant. Donc, le casier judiciaire, et puis comment expliquer le trou
parfois de longues années sur son CV, pas évident. Le poids de la réinsertion pèse aussi sur la famille. Donc, il peut arriver des huissiers à la porte. La famille doit aussi composer avec le regard de la société sur un de ses membres. Il y a eu une rupture de contact. La reprise de contact n'est pas forcément évidente. Et un grand bricolage nécessaire dans l'accompagnement des personnes qui sortent de prison, notamment parce qu'il y a un turnover important dans les services et pour un suivi, il faut recréer le lien à chaque fois qu'il y a un nouvel intervenant. Donc, on voit avec tout ça que sur les 20 dernières années, un détenu sur 4 a récidivé dans les 2 années qui ont suivi sa sortie de prison. Et donc, on peut se demander si le système tel qu'il est conçu maintenant est vraiment adéquat pour permettre une réinsertion réussie après un passage en prison. J'ai terminé avec ce slide. Merci. Alors, je vous l'ai déjà évoqué, hein, les droits à la sécurité sociale sont suspendus, donc, mais ça, vous connaissez à l'extérieur, je pense, la remise en ordre peut prendre du temps. On a un souci autour des traitements, parce que les médecins en prison peuvent donner, mais il faut déjà qu'on sache que la personne va sortir, 48 heures de traitement, mais pas de prescription. Le dossier médical, il a déjà été évoqué, il est très très compliqué à obtenir et on n'y lit pas grand-chose. Donc je crois que ça fait partie de toutes les complications pour des soignants à l'extérieur. Voilà. Et comme on peut très peu anticiper la sortie, voilà, là c'est pas la responsabilité des soignants, mais l'organisation de la sortie, la continuité reste un sujet complexe. Après, ça dépend des personnes, ça dépend de leur statut, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est problématique. Et alors, ils ont, voilà, pour beaucoup, très peu de moyens financiers. Donc, il y a des possibilités de travail dans la prison, mais c'est un travail défrayé, c'est pas un travail avec un salaire. Et donc, à partir du moment où les personnes doivent souvent acheter des produits de première nécessité et voilà, et achètent à manger, on sait bien qu'il y a peu de personnes ont des moyens financiers corrects à la sortie. Donc, ça fait évidemment beaucoup d'éléments complexes. Et donc, je voulais juste rajouter un tout petit élément, c'est que peut-être qu'on n'a pas insisté parce qu'on n'a pas assez de temps, mais donc avoir vécu une détention et sortir des prisons, du côté de la santé, c'est parfois avoir une grande méfiance, d'avoir vécu de grandes difficultés. Alors, c'est pas partout, tout le temps, mais on a quand même des récits importants, même de médecins qui ont arrêté de travailler en prison, qui expliquent qu'ils ne pouvaient pas mettre une chaise dans leur bureau médical parce qu'un patient qui s'assied est un patient qui parle et on n'a pas le temps. Ils sont trop peu nombreux et la moyenne du temps de consultation est à 4 minutes. Alors, il y en a qui ont plus, évidemment, mais une moyenne de 4 minutes. Et donc, je pense qu'il y a pour certains, il y a toute une reconstruction, en fait, pour créer du lien, créer la confiance et arriver dans un contexte de soins. Merci. Goedenavond. Gezien de hele specifieke doelgroep van geïnterneerden leek het ons interessant om ook daar kort even wat context rond te geven. Voor alle duidelijkheid, mensen die geïnterneerd zijn, die hebben geen straf opgelegd gekregen. Dus de internering is eigenlijk een veiligheidsmaatregel. Zowel om de maatschappij te beschermen, maar ook om de persoon zelf te beschermen. De moeilijkheid daarbij is dat dat wel een maatregel van onbepaalde duur is. Dus 1 keer dat iemand geïnterneerd wordt, weet men eigenlijk niet wanneer dat die maatregel gaat aflopen. Omdat die regelmatig wel beoordeeld gaat worden, maar dan wel nog steeds verlengd kan worden als de psychische kwetsbaarheid niet voldoende gestabiliseerd is. Zoals ik nu al aanhaal, het gaat dus steeds over personen waarbij er een psychische kwetsbaarheid is. Dat kan ook gaan om een verstandelijke beperking. En dat maakt deze groep wel heel specifiek, omdat er dus altijd sprake zal zijn van die aanwezigheid van die psychische kwetsbaarheid en dat die ook in relatie staat met de misdrijven die men gepleegd heeft. Men gaat eigenlijk beoordelen dat de persoon onvoldoende in staat was om zijn daden te controleren, omwille van die psychische kwetsbaarheid, waardoor dat het nodig is om deze veiligheidsmaatregel te gaan opleggen. Dus er moet natuurlijk wel een feit gepleegd zijn, een misdrijf gepleegd zijn en er moet wel een zekere ernst ook zijn binnen dat misdrijf,
waarbij men dat heeft vastgelegd op het aanwezig moeten zijn van een bedreiging of een aantasting van de psychische of fysieke integriteit. Dus voor heel lichte feiten, zoals bijvoorbeeld een heel simpele diefstal waarbij men iets uit de winkel neemt en ermee gaat lopen, daarvoor kan men bijvoorbeeld niet geïnterneerd worden. Dus er moet wel een zekere ernst zijn. Als we gaan kijken naar geïnterneerden in detentie, het is niet zo dat alle geïnterneerden in een detentiecontext terechtkomen. Er zijn een aantal personen die bijvoorbeeld niet worden aangehouden na de gepleegde feiten, die vrij kunnen blijven en ook in vrijheid bijvoorbeeld worden geïnterneerd. Maar er is toch wel een belangrijke groep die wel in die detentiecontext terechtkomt. En zoals daarnet heel goed geschetst, is dat geen ideale context voor mensen met die psychische kwetsbaarheid die aanwezig is. Men heeft er wel geprobeerd een stuk aan tegemoet te komen in die zin dat in alle gevangenissen waar geïnterneerden kunnen verblijven, dat die geïnterneerden ook op specifieke afdelingen binnen die gevangenissen verblijven en dat er ook zorgequipes aangesteld zijn die wel gaan proberen in de mate van het mogelijke al iets van zorg voor deze groep te voorzien, zij het in een individueel aanbod of zij bijvoorbeeld in een groepsaanbod. Dat zijn equipes die multidisciplinair zijn samengesteld, die dus ook bestaan bovenop de medische equipe die daarnet al werd voorgesteld. Maar er zit bijvoorbeeld ook een psychiater in, een psycholoog, een maatschappelijk assistent enzovoort. Ik heb daarnet gezegd, het kan ook gaan over mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn ook een aantal projecten, dat is eerder dan aan de Vlaamse kant, een aantal projecten die specifiek een aanbod gaan doen in detentie voor personen met een handicap. Nu heel belangrijk voor deze doelgroep is dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België meermaals veroordeeld heeft voor het feit dat deze doelgroep in detentie zit. En dat zij daar niet de gepaste zorgen kunnen krijgen die zij nodig hebben, gewoon omwille van de context van een detentie die dat niet toelaat. Dat maakt dat dat wel een politieke druk heeft gegeven om initiatieven te gaan nemen naar deze doelgroep toe. Want als België geen actie zou ondernemen, dan zouden ze veroordeeld worden tot het betalen van dwangsommen, wat eigenlijk ook effectief gebeurd is. Initiatieven die genomen zijn, is bijvoorbeeld dat men nog niet zo lang geleden ook beslist heeft om het zorgpersoneel dat er is in de gevangenissen, om dat toch nog verder uit te breiden. Omdat we er op heden nog niet in slagen om alle geïnterneerde personen uit detentiecontext te krijgen. Op dit moment zitten we met meer dan 700 personen met een interneringsstatuut in België in de gevangenis. Daarnaast is er heel wat uitbreiding gekomen van zorgaanbod buiten detentie. Om toch te proberen de mensen zo snel als mogelijk toe te leiden naar het zorgaanbod buiten detentie. En men heeft daarin geïnvesteerd op verschillende beveiligingsniveaus. Omdat we wel vaststellen bij deze doelgroep dat de noden qua bescherming en qua controle en beveiliging van deze doelgroep dat die heel verschillend zijn. En er zijn er een aantal die wel nog een hoog risico hebben op het plegen van nieuwe delicten, die een hogere beveiligingscontext nodig hebben. Maar er zijn er ook die waarbij het risico op plegen van nieuwe feiten laag is en die bijvoorbeeld in een laag beveiligde context of in de maatschappij kunnen functioneren. Dus men heeft op al die verschillende niveaus ook aanbod voorzien. En dat aanbod dat kan gaan over bijvoorbeeld forensisch-psychiatrische centra, zoals die in Gent en Antwerpen zijn en nog gaan komen in Wallonië ook, die dan die hoogbeveiligde omkadering aanbieden, maar waar dat wel binnen die hoogbeveiligde omkadering aanbod is gelijk in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat gaat over specifieke forensische afdelingen binnen psychiatrische ziekenhuizen. Dat gaat over plaatsen op reguliere afdelingen die specifiek voor de doelgroep zijn. Ook binnen PVT's en beschut wonen zijn er zowel specifiek forensische werkingen, maar ook een aantal upgradebedden. Er is mobiele zorg, ambulante zorg enzovoort. Dus dat zijn projecten eigenlijk in allerlei zorgvormen. En zoals ik daarnet ook al benoemde, er zijn specifieke forensische afdelingen en initiatieven, maar er zijn ook wel heel wat projecten die geïntegreerd zitten binnen de reguliere zorg. En dat is net bedoeld om die doorstroom naar de reguliere zorg te gaan faciliteren,
Want het idee is eigenlijk om het forensische aanbod, dat natuurlijk intensiever is, duurder ook is, meer controle bij komt kijken, om dat te behouden voor die personen die dat echt nodig hebben, maar om zo snel als mogelijk door te verwijzen naar de reguliere zorg waar dat mogelijk is. Men probeert ook dat al te doen tijdens het interneringstraject, om al door te verwijzen naar die reguliere zorg waar dat het kan, zodat die zorg al geïnstalleerd is voordat de interneringsmaatregel wordt stopgezet en dat die zorg dan ook eventueel na de interneringsmaatregel nog verder gecontinueerd kan worden. Daarnaast zijn er ook diensten opgericht die eerder een ondersteunende opdracht hebben, soms naast ook een behandelende of begeleidende opdracht. En dat is om een stuk sensibiliserend bijvoorbeeld te gaan werken, om partners of actoren die minder ervaring hebben met deze doelgroep toch wat handvaten te bieden, toch wat te ondersteunen waar dat nodig is. En dan gaat het bijvoorbeeld over teams zoals de mobiele equipe internering. En het team Format is bijvoorbeeld een onderdeel van die mobiele equipe internering die zelfs ook in de workshop meer toelichting zal komen. Dus die doen naast begeleiding in de thuissituatie op verschillende levensdomeinen, doen zij ook andere diensten ondersteunen, bijvoorbeeld mee gaan nadenken over casussen, co-begeleiding gaan doen enzovoort. Voor sommigen onder jullie zijn waarschijnlijk de reguliere netwerken GGZ die voor volwassenen opgericht zijn wel gekend. En heel de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, de 107, het fameuze artikel 107, meer te gaan voor maatschappelijk in de maatschappij. Men heeft eigenlijk die filosofie ook doorgetrokken naar de doelgroep van geïnterneerde personen en ook gevraagd om daar dergelijke netwerken voor deze doelgroep te gaan oprichten. Dat is bedoeld om de samenwerking op het terrein te gaan faciliteren. Want ik hoorde mij daarnet al vertellen, we hebben heel veel projecten, we hebben heel wat zorgaanbod. We hebben daarnaast ook nog heel wat regulier aanbod waar we mee willen samenwerken. Dus we moeten zien dat dat allemaal wat goed op elkaar afgestemd geraakt. Om dus zorg op maat te kunnen aanbieden, om zorgtrajecten, zorgcontinuïteit te voorzien enzovoort. En we werken dus ook nauw samen met de reguliere netwerken. Voor meer info verwijs ik ook graag naar onze website die hier ook vermeld staat, www.netwerkeninternering.be. Merci beaucoup pour cette première mise en contexte des situations rencontrées dans le suivi des personnes détenues, ex-détenues et en situation d'internement. On va passer maintenant aux réflexions en sous-groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On aura un moment destiné à ces questions à la fin des 2 heures. Les réflexions autour de situations en sous-groupe, vous allez être dispatchés dans des petites salles où vous pourrez parler la langue que vous souhaitez, donc en néerlandais ou en français. Et vous aurez la possibilité de pouvoir, avec des acteurs un peu spécialisés, aborder une situation concrète et voir comment vous souhaiteriez résoudre la situation, quelles sont les ressources à votre disposition, quel est le chemin à parcourir pour accompagner en fait les bénéficiaires que vous avez dans vos cabinets et dans vos consultations. Je vais immédiatement vous répartir en 2 groupes. Si jamais vous avez un problème et que vous n'êtes pas dans le bon groupe, que vous êtes dans le groupe néerlandophone alors que vous parlez le français ou inversement, n'hésitez pas à le dire très clairement pour qu'on puisse corriger. Voilà. Je vous souhaite des bons échanges et on se retrouve à 20h50. On va vers la dernière présentation, mais avant, je voudrais vous demander, pour celles et ceux qui ont besoin d'une accréditation de points pour cette soirée, mettre juste votre nom, prénom et le numéro INAMI dans le chat. Et les collaboratrices vont s'occuper que ça termine dans les bonnes arcanes. Donc, pour ce qui est de cette dernière présentation, et avant qu'on puisse encore avoir un moment de questions-réponses,
il y a une présentation des outils et des bonnes pratiques voor een accompagnement de kwaliteit. Dus er is een laatste deel waar we proberen te kijken wat zijn de middelen die ons ter beschikking staan om de personen die ofwel in de gevangenis zitten of eruit gaan, ofwel in internering zitten en in de fase nadien, om die op een kwaliteitsvolle manier te helpen. En het is de réseau RAJ. Ik had verstaan dat dat relation, addiction et justiciable was. Maar misschien heb ik iets gemist dat ondertussen een andere betekenis heeft. En tout cas, je vous laisse la parole. Je crois que c'est Céline Ullmann qui présentera cette partie de la soirée. On va présenter avec Christophe Okay. à deux comme pour... Ça va. Ça va. Oui, à vous la parole en tout cas. Au slide suivant. Je vois que iCare avait mis un slide juste avant notre présentation, donc je vais leur laisser la parole avant de commencer. Vassiane ou Naïm? Ouais, je vois que c'est Vinciane normalement qui devait expliquer cette slide, mais je vois que son micro ne fonctionne pas. Je peux essayer de me débrouiller comme je peux. Voilà. Mais donc oui, en matière de santé, déjà la première chose qui a voulu être mise en place, c'est tenir compte du vécu particulier de la personne. Donc évidemment, la personne détenue a son histoire qui est à prendre en compte. On a beaucoup de situations dans lesquelles il y a un peu cette confiance avec les professionnels de la santé en prison qui est remise en question justement par des consultations médicales qui sont très très courtes, par des traitements qui sont pas du tout adaptés. Donc je sais pas si vous vous souvenez de la phrase qui était reprise avant, mais le paracétamol était un peu la solution à tout. C'est un peu ce qu'on entend vraiment beaucoup au sein de la prison. Donc il y a vraiment cette confiance à remettre avec les professionnels de la santé. Ce qui est très important, c'est essayer de récupérer le dossier médical. Évidemment, les détenus, parce que, il y en a certains qui passent beaucoup de temps en prison où il y a quand même des choses qui sont mises en place. C'est un élément indispensable de connaître l'historique de la personne détenue d'un point de vue médical. Mais à préciser, comme on l'a dit précédemment, qu'il y a peu d'éléments qui sont écrits, il y a peu d'éléments qui sont repris. C'est très minimaliste, mais c'est déjà quelque chose à prendre en compte et qui peut éclaircir la prise en charge pour la suite. Faire des bilans sanguins, donc les bilans sanguins sont nécessaires. Il n'y a pas de dépistage qui sont mis en place systématiquement, donc tout ce qui concerne hépatite C, VIH, sont pas systématiques. La tuberculose est faite systématiquement. Et donc là, le milieu carcéral, c'est quand même un milieu à risque, notamment en matière de transmission de maladies, où il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place en termes de réduction des risques, que ce soit au niveau de la consommation. On peut parler également aussi des relations sexuelles. Donc les préservatifs sont mis à disposition, par exemple, dans les VHS, donc qui sont des visites hors surveillance. Donc là, il y a des préservatifs qui sont mis en place, mais ce n'est pas à négliger que des relations sexuelles peuvent exister entre détenus. Et il y a toute cette stigmatisation, cette peur aussi de montrer que la relation sexuelle est présente. Et donc, il y a des préservatifs qui sont disponibles au niveau du service médical, mais on peut comprendre que le détenu n'a pas toujours envie d'aller demander systématiquement d'avoir ces préservatifs. On a aussi une mauvaise alimentation. En prison, un manque de lumière, donc sont quand même des locaux qui sont relativement sombres, froids. Tout avait été très très bien décrit par Céline en première partie de cette présentation. Et si jamais il y a des consultations qui sont faites pendant la détention, évidemment, ça nécessite un suivi après dans vos consultations. Donc, donc tout ce qui est fait en prison, souvent on remarque que tout ce qui a été mis en prison, il y a un arrêt qui se fait et puis tout est repris à l'extérieur, ou à l'inverse, tous les consultations qui sont faites à l'extérieur. Une fois qu'on arrive en prison, souvent c'est repris à zéro. Vinciane l'avait précisé que
qu'il y a souvent des traitements qui sont changés, etc. Donc en matière de santé, c'est quand même assez important d'avoir un suivi et de tenir compte un peu de tout l'historique qu'il y a eu en prison pour avoir une prise en charge optimale. Oui, j'ai un problème d'affichage, donc je ne vois pas très bien le slide. Je crois que c'est mon ordi. Je vais laisser Christophe présenter. Ouais, je vais prendre la suite alors. Mais donc, sur alors, je voulais rajouter 2 documents dans la discussion, mais je le ferai par la suite, qui sont finalement donc un annuaire qui est publié par la CAP, qui reprend donc toutes des références de services existants à Bruxelles et en Wallonie, dans l'aide aux justiciables au sens large, reprenant également des services plus spécialisés. Et un autre document avec des contacts plus directs sur les différents services, essentiellement bruxellois, des contacts directs avec le nom, prénom, la fonction, le service évidemment, la fonction et le contact par mail sur des documents qui sont publiés dans le secteur. Je me dis que ça peut toujours être intéressant de les relayer. Maintenant, donc pour préciser ce qui existe en termes de structure d'accompagnement, il y a différents types de services qui sont agréés, subsidiés par des pouvoirs subsidiants différents, que ce soit la région, le fédéral santé, que ce soit la communauté française ou autre. Mais il y a des services qui sont reconnus d'aide aux détenus, qui sont vraiment assignés à accompagner la personne durant sa détention. Il y a des services d'aide aux justiciables qui accompagnent des personnes durant la détention et à la sortie de détention. Puis il y a des services spécialisés qui font aussi de l'intramuros et de l'extramuros sur des questions plus spécifiques telles que, comme l'ambulatoire forêt, des questions d'assuétude, des accompagnements au niveau de la formation, des dettes aussi, des médiations de dettes, tout ça. Et puis, il y a des services de promotion de la santé, plutôt aussi en intramuros, comme iCare, par exemple, même si je pense qu'ils accompagnent aussi de temps en temps certaines personnes en permission de sortie ou autre. Mais donc voilà, je dirais il y a une multitude de services qui existent et qui ont quand même aussi une expérience, une expertise par rapport à ce public, même si finalement la question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment de facto penser à une réorientation lorsqu'on sait qu'une personne a eu un parcours en détention, alors que ça relève plutôt de l'ordre d'une condition sociale. Donc peut-être qu'au lieu de penser à une réorientation, moi je proposerais plutôt de penser en termes de soutien, dans sa clinique par des services plus spécialisés, dont j'en parlais et qui sont repris donc dans les différents documents que je vous mettrai en ligne. Ces services peuvent vraiment soutenir dans la continuité dans la clinique, en tout cas, que vous mettez en place, dans l'accompagnement que vous effectuez, en sachant que ces services ont, pour certains patients du moins, pu réellement suivre ces personnes en détention et du coup, ont pu créer aussi un lien de confiance dans ce contexte de grande précarité, de vulnérabilité qui est la prison. Et donc, voilà, le public finalement, c'est un public majoritairement qui cumule une multitude de critères de vulnérabilité, accentués par le passage de la détention évidemment, mais qui peut être aussi assimilé finalement à d'autres publics de plus grande fragilité. Voilà, et donc je pense qu'il y a vraiment lieu de pouvoir penser ensemble avec des services peut-être spécialisés dans un accompagnement. Je pense qu'on y reviendra dans les slides qui suivent, mais je pense que beaucoup de services d'accompagnement, d'aide aux justiciables, de services spécialisés, n'attendent que ça, de travailler avec le réseau et de pouvoir accompagner en tripartite. Et donc voilà. Donc, je reprends un petit peu les quelques lignes qui sont prises sur le PowerPoint. Donc, pour le savoir-être, le suivi que nous allons présenter ici dans les slides qui suivent, c'est effectivement important de se rappeler que ce ne sont pas des généralités
totale, évidemment, elle ne s'applique pas à toute personne sortant de prison et qu'il faut donc bien amener des nuances à chaque cas. Il faut beaucoup plus être en lien avec le vécu du patient en prison et les effets qu'elle a eu sur lui, et donc rester en adéquation dans sa posture de professionnel au regard du vécu du patient durant sa détention. Voilà, je pense que merci pour le slide. Je laisse la parole à Céline. On ne t'entend pas. Pardon. Donc, qu'est-ce que les professionnels peuvent faire pour le public des justiciables? On a séparé ça en deux parties, donc savoir-être et suivi. Donc, pour commencer, je ne sais pas si c'est très clair la phrase sur le slide, mais au niveau de l'accueil, il ne faut pas nécessairement, il ne faut pas en fait du tout être dans une posture de méfiance, et si on ressent un malaise, essayer de rationaliser son malaise et de surmonter en se disant qu'en face de nous, on a un être humain qui est passé par des moments difficiles en prison, et juste essayer de décanter un petit peu. Et il faut savoir accueillir dans le soin on peut reconnaître sa souffrance sans pour autant déresponsabiliser la personne. Et il y a accueillir et soigner, c'est pas annuler une infraction. Il y a comprendre et excuser. Donc, il y a plein de nuances à faire. Et c'est pas parce qu'on accueille quelqu'un de manière courtoise et dans un trajet de soins que ça va faire de nous des complices. Il faut bien se mettre ça en tête. Il faut une écoute bienveillante et non jugeante. L'accueil sera bienveillant et non jugeant une fois qu'on aura réussi à corriger nos représentations. Il faut être donc dans cette posture de non-jugement. Cela ne veut pas dire qu'on adhère à la situation qui a amené la personne à aller en prison. Il faut laisser son avis pour autant de côté pour travailler et soigner la personne. Il faut adapter son vocabulaire avec peu de phrases, un vocabulaire précis, ne pas noyer la personne sous les informations, ne pas hésiter à reprendre certaines informations avec la personne, les plus importantes, trier ce qu'on transmet, écrire les infos qu'on donne et reprendre ce qu'on a écrit avec la personne, et ne pas hésiter non plus à répéter plusieurs fois la même information jusqu'à être sûr que le patient ait bien compris ce qu'on essaye de lui transmettre, et essayer au minimum de faire des périphrases et de ne pas expliquer la même chose de deux manières différentes. Il faut faire très attention aux liens de confiance qu'on va établir avec le patient. Et il faut savoir aussi que la mise en confiance risque d'être plus compliquée de par tout le vécu de la personne ex-détenue. Ce sont des personnes qui ont été institutionnalisées depuis longtemps et, comme Aiker l'a mentionné, qui peut avoir une certaine méfiance vis-à-vis du personnel médical. Concernant la question du lien, il faut vraiment définir et faire attention à tout ce qui est limite. La question des limites est importante, et il faut savoir aussi que la relation qu'on va instaurer avec la personne va soigner au-delà des dispositifs thérapeutiques. Donc, il faut être sensibilisé sur les conditions de l'enfermement, l'impact que cela a et ce que ça a chronifié dans le comportement. Sur la question des faits qui ont mené à la détention. Est-ce qu'on doit en parler? Tout d'abord, on rappelle qu'il y a une obligation de soins, quelle que soit la personne qui se trouve en face de nous et d'où elle vient. Mais concernant les faits, on peut choisir d'en parler pour mieux comprendre le vécu de la personne, d'où elle vient, ce qu'elle a traversé, ou alors les laisser sous silence. Et ça dépendra du lien de confiance entre la personne qui soigne et le patient, et de la nécessité aussi dans la relation pour l'un et ou l'autre d'en parler. Voilà, je vais
laisser le dernier point à Christophe, qui va enchaîner ensuite sur le suivi. Sur le dernier point, donc représentation des violences et des dangers dans le lien de niveau de sécurité structurel et relationnel. Ce qu'on entend par structurel, ben, c'est qu'effectivement, on a affaire à un public qui effectivement est passé, a eu un passage à l'acte, en tout cas identifié par la justice. Que effectivement les questions de sécurité, elles ne doivent pas non plus être tabous au sein d'une institution ou même d'un service. Voilà, on a par exemple certains services qui préconisent toujours d'être au minimum 2 dans les locaux de ne pas hésiter aussi de clôturer l'entretien quand on sent que la situation ne va pas, ou que la personne a trop consommé, par exemple, ou si c'est un consommateur et autres. Mais aussi au niveau donc d'une sécurité relationnelle. Alors, à ce niveau-là, ça va être donc réellement dans la relation nouée avec le patient que les enjeux vont être. Les patients sont peut-être déjà passés à l'acte, mais plus l'attitude du thérapeute, du professionnelle et bienveillante, certainement moins le patient sentira le besoin d'être sous la défensive. Voilà. Sur la dia suivante, donc au niveau du suivi, donc l'importance du cadre, à nouveau, ça fait un peu redondance peut-être avec le point suivant, un cadre qui doit quand même être là, qui doit être, je pense, voilà, à nouveau précisé et exprimé en début de prise en charge. Je pense que c'est vraiment important d'être clair dans le cadre d'intervention, comment on envisage la prise en charge et ne pas hésiter à prendre des temps pour parler de cette relation avec le patient si on sent que quelque chose nous échappe ou qu'on sent une certaine instrumentalisation ou autre d'une prise en charge. Voilà. Au niveau du suivi, le travail en équipe semble vraiment important. On est souvent face à des situations lourdes de personnes qui ont été auteurs, mais qui ont souvent été victimes aussi de choses, voilà, des fois difficiles à pouvoir entendre. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger avec des collègues en interdisciplinarité, tant dans la fonction, dans les formations, peut-être avec d'autres services, évidemment, toujours en respectant, je dirais, en respectant le principe d'au moins d'un accord du patient, du bénéficiaire, en se disant peut-être que s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, peut-être que l'intérêt s'il y a un tripartite qui est envisagé entre, imaginons, un médecin généraliste, un AS ou un psychologue d'un service, l'idée de peut-être faire une concertation avec finalement la personne. Voilà, c'est des choses qui peuvent en tout cas fonctionner et donner vraiment un appui et une plus-value à la prise en charge, en sachant évidemment que malheureusement, c'est toutes des démarches qui prennent du temps, mais des fois, c'est peut-être un temps intéressant à prendre au niveau des répercussions que ça peut avoir positives dans le suivi. Donc, ça peut être intéressant de s'y atteler. Voilà, je pense que peut-être ce point-là a été déjà abordé entre peut-être appareil care, donc que la personne a probablement un passif lié aux soins et à la figure d'autorité, et donc peut-être essayer de voir et de mieux comprendre qui est son référent de proximité ou la personne ressource, éventuellement lui adresser un courrier avec certaines informations importantes, toujours avec l'accord du patient, c'est toujours évident et fondamental. Pas oublier que donc dans son suivi, dans le suivi qu'on met en place, il y a un rapport au temps qui est quand même vraiment différent par le fait que la personne, comme on l'a dit, a été dans un système où on lui a dit
quand se réveiller, quand manger, enfin voilà, un temps quand même qui est vachement prédéfini. Donc le rapport au temps est différent. Et à l'organisation également. Tenir un agenda, c'est pas quelque chose qui est facile pour une majorité de personnes qui ont en tout cas une longue peine derrière eux, un long passage en détention. La tripartite, j'en ai déjà parlé. L'injonction, ben, je dirais juste que c'est évident que c'est un sujet important. Beaucoup de professionnels ne veulent pas être cités dans des conditions de sortie sous risque d'être tenus à un accompagnement. Il faut quand même bien relativiser cette injonction puisque toute personne qui sort a un assistant de justice, que s'il y a une révocation, un retour en prison qui est réalisé, c'est l'assistant de justice qui prend ces décisions, aucun professionnel de la santé ou du social est tenu et est obligé de devoir rendre un rapport. Peut-être certains médecins, mais alors c'est, je pense, en négociation justement avec l'assistant de justice. Je pense que vraiment l'assistant de justice peut être vraiment quelqu'un avec qui les choses peuvent être discutées à ce niveau-là. Et que donc, nous, par exemple, je sais que certains services se disent, comme l'ambulatoire forêt d'ailleurs, dit voilà qu'ils travaillent à la demande des personnes qui sont donc volontaires. Maintenant, on joue le jeu, entre guillemets, de la justice, de rentrer dans les injonctions pour savoir que ça a vraiment une plus-value et un avantage pour la personne dans sa réinsertion et dans le travail qu'il peut y avoir avec la justice. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Je précise quand même peut-être si on peut revenir juste en arrière. Il y a un lien vers une capsule qui est un travail qu'on a réalisé avec un réalisateur, Colin Donner. La bande-annonce se retrouve sur le lien ici. Je pense avec CTRL et clic gauche, on peut y accéder, je crois, ou on copie-colle. Donc on n'y arrive pas en fait. Donc je vais peut-être le mettre en lien dans la discussion. Voilà, c'était important en tout cas pour nous de tenter par cette capsule de préciser en fait le parcours judiciaire par lequel la personne passe donc dès son arrivée en prison jusqu'à la sortie, en y intégrant des témoignages de détenus, d'ex-détenus, de professionnels de services spécialisés, santé entre autres, d'agents pénitentiaires, de chefs d'établissement. On a essayé vraiment de pouvoir faire finalement une présentation de ce parcours en détention, en le ponctuant par des témoignages et en donnant évidemment, en ayant une tentative, un intérêt de ne pas avoir un parti pris forcément, en croisant justement ces différents regards en fonction des fonctions qui sont clairement différentes et du vécu qui est différent entre la personne qui a vécu la détention, un chef d'établissement, un psychologue d'un service externe. Voilà, on a essayé de pouvoir rendre ça de manière harmonieuse et je vous invite en tout cas, si vous souhaitez, de prendre contact si vous souhaitez avec le réseau RAJ suite après au visionnage de la bande-annonce qui dure probablement 1 minute 30 et si vous êtes intéressé à ce qu'on puisse peut-être présenter à travers cette capsule, rencontrer votre équipe et qu'on puisse aborder les sujets plus en détail, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Je vais mettre de ce pas le lien finalement sur la discussion. Voilà, merci beaucoup. Merci Christophe et merci Céline pour cette dernière partie. Alors, peut-être alors il nous reste encore un petit peu de temps, on va peut-être en profiter pour faire le point s'il y a des questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient posé des questions dans le chat, mais qui ont eu réponse déjà, donc je vais peut-être essayer de faire un tri de ce qui n'a pas été répondu. Alors, j'ai l'impression que la plupart des questions ont déjà été répondues. Merci d'ailleurs à Naïm et Vinciane qui ont pris le temps de répondre à plusieurs questions. Donc je vais
Dis-moi, Christophe. Oui, mais en tout cas, sur la question aussi je pense, hein, si j'ai entreaperçu, en tout cas, dans la discussion, j'ai commencé à y répondre et puis je devais présenter la dia, mais sur la question donc de la réduction des risques, ou en tout cas de groupes collectifs en prison, nous, on s'inscrit pas forcément dans la réduction des risques en tant que tel par le réseau RAJ, mais on est dans une intention, en tout cas un groupe de réflexion sur, on a mis en place un groupe de travail sur finalement la mise en place de groupes de parole en prison. Et donc, on est vraiment dans une réflexion sur de quel type, quel module on mettrait en place, quels seraient les sujets qui seraient abordés. On serait plutôt dans quelque chose où, enfin, c'est encore en réflexion et en travail, mais c'est plutôt sur la partie des détenus, des anciens détenus nous ont amené le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés aux merdes, pour le dire vulgairement, auxquelles ils étaient confrontés à la sortie, et que on avait envie peut-être de partir de ces merdes pour peut-être travailler finalement le contenu et de pouvoir essayer de travailler sur voilà, une manière de pouvoir gérer ces difficultés à la sortie, tant au niveau social, administratif, que aussi la place en famille, une place qui a disparu pendant des années et qu'il faut reprendre. Et voilà. Et donc, on a tout un travail quand même qui devrait se tourner autour de plusieurs temps de travail. Et donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Je préfère le dire à l'oral, c'est plus facile. Merci, Christophe. Je vois pas d'autres questions dans le chat qui... Vous m'entendez maintenant? Oui, ok. Oui, juste rajouter dans notre cas, comme on a une de nos missions, c'est la promotion de la santé, parce que je vois qu'il y a des questions autour de la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Et donc, clairement, en promotion de la santé, on s'inscrit dans des missions de réduction des risques. Mais en fait, l'institution pénitentiaire est absolument pas prête, malgré le fait que ça puisse exister dans d'autres pays, à vraiment mener des actions ou laisser la place à des actions de réduction des risques. Et donc, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, c'est parfois aussi compliqué de les mettre en avant parce que les besoins parfois primaires sont tels que même s'il y a un besoin en termes même de transmission, d'infection virale, etc., parfois on va sur d'autres batailles et on sait bien que sinon, voilà, le fait d'obtenir quelque chose reste un peu un mirage à long terme. Donc on est un peu sur d'autres batailles malgré les besoins avérés, quoi. C'est clair ça. Oui, je voudrais encore poser une question. Est-ce que si un patient, comme j'ai vécu, ne veut pas mentionner le fait qu'il a été en détention et qu'on le sait, est-ce que c'est parfois, dépendant d'un cas à l'autre, probablement intéressant quand même de questionner son vécu, de dire comment on a des difficultés nous-mêmes, étant, disons, en liberté, de comprendre ce qui se passe, ou bien est-ce que c'est mieux de laisser fermer ce box? Moi, juste, mais d'autres pourraient répondre, mais on a des expériences, et entre autres dans des institutions à l'extérieur, où en fait les personnes n'en parlent pas spontanément, mais ou bien n'en parlent pas sous enregistrement ou des choses comme ça. Là, je parle plus d'anthropologues qui ont un peu été cherchés de ce côté-là. Et mais par contre, en aparté ou voilà, dans un moment tout à fait informel, en fait, ça sort quand même parce qu'ils ont plein de choses à dire de leur incarcération. Mais je pense que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des questions de honte ou d'autres choses qui vont jouer. Mais à partir du moment où on tire le fil en disant que voilà, on n'y connaît peut-être pas grand-chose, mais qu'on a eu des bribes et qu'on sait que ça a été très, très compliqué au quotidien d'être dans ce volet, je vais dire, de dépendance absolue, de soumission à un système ou de difficulté, justement, d'être en contact quand on demande un accès aux soins, de rencontrer quelqu'un, par exemple, du service médical ou autre. Et en fait, après, c'est l'attente. Et donc, la prison, et Christophe le disait sur le temps suspendu, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous, on a déjà rencontré des ex
ex-détenus qui, en fait, avaient tellement rempli leur temps pour supporter la prison que la réinsertion devient très difficile. Et donc, parfois, par des bribes ou par des choses de gestes quotidiens ou de toute leur intelligence, je vais dire, pour soit occuper le temps, soit voilà, trouver des systèmes pour être quand même en contact avec la famille ou autre, on arrive en fait à valoriser cette expérience. Et je crois que c'est pas mal parfois, enfin ça dépend des gens, des situations, mais pas d'insister, mais de dire « Ah, je sais ça de la prison, est-ce que c'est juste ?» Et donc après, c'est valorisant parce qu'ils peuvent apporter des choses et nourrir en fait, et vous apprendre des choses. Et à partir du moment où on met la situation, enfin, on met la personne dans une situation où c'est lui qui nous apprend des choses, en fait, je trouve que les portes s'ouvrent assez bien parce qu'alors ils partagent leur vécu. Mais voilà. Mais bon, c'est pas des recettes toutes faites, évidemment. Hein. Oui, merci bien. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps. Il nous reste 2 petites minutes. Je vais rajouter une dernière chose, hein, si on a une minute, c'est que Oui. si vous êtes dans des situations où vous avez un patient qui vous appelle parce qu'il a des soucis liés à justement le traitement qu'il ne reçoit pas, ou bien vous avez voilà, quelqu'un que vous recherchez activement et on ne sait pas où il est dans le réseau, il y a des choses possibles en fait, hein, dans les collaborations. Pardon, je ne sais pas si on s'est coupé le... Ouais. Et donc, une question, mais que du coup il a un problème de connexion. Monsieur Munioka, on ne vous entend pas très bien en fait. Peut-être okay. poser la question dans le chat parce que vous avez visiblement un problème de connexion. Donc, on a déjà eu des situations où des personnes appelaient tous les jours autant que possible un service. Et donc, Pardon, il y a eu un petit souci. je termine ou ça va vite fait. Donc, si par exemple vous avez quelqu'un qui vous appelle de manière incessante, enfin voilà, en se plaignant d'une problématique en prison ou quoi, on sait que c'est nécessaire parfois d'appeler un service externe, évidemment de prévenir la personne, de lui demander l'autorisation et tout. Nous, ça nous arrive en tout cas dans l'équipe de pouvoir aller rencontrer des personnes. Voilà, ils refusent, mais en tout cas d'essayer de faire un lien entre l'avant et l'incarcération, ça c'est parfois possible. Et alors il y a tout un réseau existant sur vous avez voilà, perdu entre guillemets une personne, vous êtes inquiète par quelqu'un que vous ne retrouvez pas. Ça c'est déjà fait d'ailleurs avec IDR ou d'autres. Et voilà, nous c'est peut-être une personne qu'on connaît, alors on va jamais vous dire spontanément voilà, oui on le sait, est en prison, mais il nous arrive d'aller voir la personne et de dire un service est inquiet parce qu'il n'y a pas de contact, est-ce que vous souhaitez qu'on dise que vous êtes là ou pas, etc. Mais comme on est à l'intérieur au quotidien, enfin au quotidien autant que possible, en dehors des grèves et de toutes les limitations, vous pouvez aussi faire appel en fait à des services comme le nôtre, comme l'Ambuforêt ou autres, pour voilà, dans des situations particulières, parce qu'on sait qu'on peut se retrouver très démunis face à des appels de personnes détenues qui sont en demande et vous ne pouvez pas toujours faire grand-chose. Oui. D'ailleurs, du coup, j'ai mis les 2 documents que vous retrouvez dans le chat, donc la liste de contacts et la liste de contacts encore, je l'ai mis 2 fois, et l'annuaire de la CAP de 2020, donc voilà, il va être en cours de réactualisation, mais là-dessus, vous avez déjà quand même pas mal de noms et de références de services qui pourraient sans doute vous soutenir, comme j'abonde dans le sens de ce que disait Vinciane juste maintenant, en tout cas, par rapport à ça. Ouais. Okay. Wij zullen die lijsten ook nog meesturen met de mailing naar alle deelnemers nadien. Dus alle gegevens die nog in de chat zijn gepost, sturen wij zeker nog op naar jullie. Inclusief de e-mailadressen. De algemene mailadressen. Louis, aan jou nog het woord om af te sluiten misschien? Ja, ik vind de bereidwilligheid en de professionaliteit van alle organisaties, toutes les organisations que je connaissais de nom, mais que j'ai maintenant vu comment ils travaillent, Ambuforêt, iCare, Mieke Gooyers, et cela m'a fort impressionné.
et je suis très reconnaissant de cette rencontre de ce soir qui fait que, même moi comme généraliste d'un certain âge, j'étais complètement démuni quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais toujours cette peur qu'il y ait un patient qui m'appelle pour aller à Forêt ou bien à Saint-Gilles. Et ça me demandait 1 heure et je me le rappelle très bien. Donc, il y a ce pas à faire. Het is deze moeilijke patiënt, zogezegd, die we hebben kunnen ontdekken in al zijn, in zijn specificiteit. En dankzij de 2, 3 organisaties die ik heb opgenoemd. En hartelijk dank daarvoor. Hartelijk dank ook aan Brusano met de Elsa en Jessie vooral. En dan Leen en Esther van Bruxelles om dat allemaal telkens in elkaar te boksen. Donc je vous remercie tous pour être si présents chaque fois à ces soirées. Et on espère que ça va améliorer la qualité de nos soins, mais surtout le bien-être de certains groupes précaires dans notre ville de Bruxelles. C'est pour cela qu'on travaille. Bonne soirée à tous et encore. Mais Louis, je voudrais prendre 2 petites secondes pour remercier Sybille qui nous a permis d'organiser ce workshop au niveau de la traduction dans les 2 langues. Merci pour son professionnalisme et son aide. Ça va, merci bien, Sybille. OK. Bonne soirée à tout le monde et à une prochaine. On organisera encore. Le thème n'est pas encore décidé, mais ça sera probablement début octobre. Bonnes vacances entre-temps à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.